Ben, on n'a qu'à enchaîner, Camille Bedin, puisque l'analyse de Renaud Pila, vous tendez une perche. Vous êtes optimiste, vous, sur cette réconciliation ? Bah oui, et puis en plus, on vient de passer une nouvelle année, là, donc j'ai envie d'être optimiste. Et puis, j'implore, je prie, je touche du bois, tout ce que vous voulez pour que l'accord tienne, qu'on ait une direction collégiale qui fonctionne et qu'on se concentre sur les vrais enjeux. Pleinement collégiale, c'est-à-dire qu'il faut que Châtel d'un côté et Pécresse de l'autre soient à égalité, par exemple ? Mais je ne suis pas dans le bureau, petite souris, dans le bureau de Jean-François Copé et François Fillon. Je ne sais pas ce qu'ils vont décider là-dessus. Mais pas à vous moi de le aimeriez dire. que ce soit ça ? Qui travaillent ensemble, quoi. Tous sont des gens responsables. Et là, aujourd'hui, leur responsabilité, c'est de travailler ensemble à tous. Et chez Jean-François Copé et chez François Fillon, c'est ce qu'on attend. On a le mariage homosexuel en ce moment, le débat sur les écoles catholiques. On a les 75%. On a l'affaire Depardieu, la fiscalité. On a des choses à dire, qu'on les dise plutôt que on se concentre encore une fois sur une guerre des chefs, pourvu qu'elle n'ait pas lieu à nouveau. Et je ne crois pas qu'elle aura lieu à nouveau. Thierry Marchalbeck, qu'on travaille ensemble, ça pourrait être un vœu aussi d'une meilleure harmonie d'expression gouvernementale ? Oui, et puis en matière gouvernementale, on peut toujours améliorer la communication, mais ce qui importe, c'est les faits. Et les faits, c'est qu'en ce début d'année 2013, il y a 3 choses fondamentales qui sont mises en œuvre pour l'emploi. 150 000 emplois d'avenir, on en a déjà signé beaucoup en 2012, on va en signer encore plus dans les mois qui viennent. Le contrat de génération, plus de 400 000 contrats, des jeunes qui vont être embauchés en CDI. C'est la première fois qu'on a des incitations fiscales pour des embauches en CDI à ce niveau-là, 400 000. Et la Banque publique d'investissement, vous savez, moi j'ai un vœu pour 2013 et qui est le même vœu du Premier ministre ou du Président de la République. Faire qu'il n'y ait plus une seule toute petite entreprise, plus une seule petite ou moyenne entreprise qui ne puisse pas réaliser un projet parce qu'il n'aurait pas accès à l'emprunt, parce qu'il n'aurait pas l'accès au crédit bancaire. On sait ce que c'est le monde de la finance. Et c'est pour ça que le gouvernement a mis en place la Banque publique d'investissement. On peut avoir les petites polémiques, les petites bassesses, s'intéresser aux millionnaires, aux milliardaires, aux évadés fiscaux plutôt qu'aux Français. L'emploi, c'est la priorité et c'est le cap qu'a demandé le Président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Leca ? Écoutez, vous l'avez dit, je crois que nous, aujourd'hui, avec l'UDI, on essaie d'incarner cette opposition constructive. On est capable d'être positif quand c'est nécessaire. On constate simplement que depuis le début de cette législature, eh bien, le Parti socialiste fixe des caps tous les 3 mois. On a l'impression qu'ils se sont arrêtés au chapitre 1 de la politique pour les nuls. Tous les 3 mois, on fixe un nouveau cap. On implore un cap nouveau, ce qu'on ne voit pas. L'emploi, oui, très bien, avec des mesures qui sont très anciennes, qui n'ont aucune originalité, même si on est prêt à en soutenir quelques-unes. On l'a dit, à condition qu'elles soient assorties de formation, notamment pour les contrats d'avenir. Mais au fond, on ne voit ni cap, ni ambition, ni envie. On a des mots. Mais malheureusement, les mots du pays sont beaucoup plus importants que les mots que vous employez. Loïc de Fabritus, on a eu l'impression, à la fin de l'année dernière, que les Verts écologistes étaient très remuants et pas très à l'aise, finalement, dans ce gouvernement. Pas très à l'aise, c'est sûr que quand on voit un gouvernement qui s'acharne à vouloir construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou qui tient des propos parfois ambigus sur les gaz de schiste, on se pose des questions. En même temps, ce qui est important, c'est de réussir parce que les Français attendent des résultats. Et là, je suis d'accord avec Thierry, c'est vraiment sur les faits qu'il faut baser notre jugement. Et on espère vraiment que 2013, ça va être cette année où le changement va entrer en acte et où on va vraiment avoir les résultats du côté du gouvernement. Mais si, par exemple, le gouvernement prenait une position moins ferme sur les gaz de schiste, ça serait une possibilité de rupture pour les écolos ? Ça, c'est à ELV de décider en interne. Nous, les jeunes écologistes, on est assez autonomes par rapport au parti, donc on ne prend pas trop de position sur ce qu'ils doivent faire. Nous, ce qu'on attend, c'est vraiment des actes, des résultats, et quand ça ne va pas, on le dit, on communique là-dessus, et on fait entendre une voix un petit peu différente. Mais on a envie d'encourager le gouvernement aussi quand il va dans le bon sens et quand il prend des bonnes mesures. Camille Bedin, revenons sur ce qui va être l'actualité du week-end, à savoir la grande manifestation, parce qu'on peut préjuger qu'elle sera extrêmement massive, ne serait-ce que par la mobilisation à la fois des forces politiques et puis de l'épiscopat. On sait que l'Église catholique mobilise. Est-ce que les tergiversations, par exemple, au Front National, le fait que Marine Le Pen n'aille pas manifester, parce qu'en gros, elle dit cette manifestation, elle est préemptée par Jean-François Copé et c'est une manœuvre politique. Est-ce qu'elle peut faire du mal, cette argumentation-là, la manifestation elle-même ? J'espère, je souhaite que non, surtout pas. C'est pas une manifestation politique. Nous, à l'UMP, on n'en a jamais parlé comme tel, jamais. La seule chose qu'on se dit, c'est, écoutez, pour ceux qui ont envie d'y aller
allez-y. C'est important qu'on montre notre désaccord avec cette loi, mais c'est l'ensemble de la société qui se mobilise dimanche. Vous avez vu qu'il y a 70% des gens, des Français, qui veulent un débat, qui ne se contentent pas de voir la loi passer comme ça au Parlement. Ce débat, nous, on le réclame de toutes nos forces. C'est ça aussi le but de la manifestation de dimanche. C'est de dire, bon, il n'est pas question là-dedans de remettre en question l'amour des uns et des autres. Le procès en homophobie est vraiment insultant pour moi, pour nous, pour tout le monde. C'est pénible. Ce qu'on dit, c'est attendez, derrière le mariage, il y a la question de l'adoption, il y a la question de la PMA, il y a la question de la gestation pour autrui, la grossesse pour autrui. Il y a des questions éthiques fondamentales qui se posent. On a quand même le droit d'en débattre. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, qu'on n'est pas d'accord avec un mariage homosexuel qui serait soi-disant pour tous. Ça n'a strictement rien à voir. Le mariage, c'est autre chose. C'est l'organisation de la filiation. On a le droit de dire que c'est la remise en question profonde d'un modèle de société. Bref, nous revendiquons notre part de débat là-dessus. Mais est-ce que vous ne payez pas ce qu'a été votre intransigeance? Parce que le débat que vous réclamez maintenant, les associations le demandaient auparavant, quand vous étiez au pouvoir, et elles n'ont pas été entendues. Il y a eu des tas de demandes d'élargir la surface du parc, qui ont eu une fin de non-recevoir. Donc si aujourd'hui vous êtes face à une mesure trop radicale à vos yeux, n'est-ce pas aussi l'effet pervers de ce qu'a été votre propre intransigeance? C'est vrai, et là-dessus, moi je vous le dis très clairement, donc, je trouve qu'on aurait dû faire l'union civile. On aurait dû faire l'union civile pendant Donc il y a un premier quinquennat précédent. On n'a pas été assez loin là-dessus. On aurait dû le faire, c'est dommage. Maintenant, c'est pas parce que là-dessus, ça n'a pas été le moment, on n'a pas jugé, le gouvernement précédent n'a pas jugé que c'était le moment de le faire. C'est pas parce qu'on l'a pas fait qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de dire les choses. Je vous le dis vraiment comme je le pense. Moi, ma crainte, c'est que cette manifestation, qui est légitime, on peut manifester, devienne un pot pourri et que malheureusement, il y ait des amalgames de faits. C'est ma vraie inquiétude. Ensuite, en ce qui nous concerne, au Parti radical, on est favorable au mariage homosexuel. En ce qui concerne l'UDI, nous sommes beaucoup plus mesurés. Il y a des positions différentes. Une chose est certaine. Comme à l'UMP, mais une chose est certaine. De l'UMP qui sont pas opposées. Mais une au chose est mariage. certaine, vous n'entendrez jamais un élu de l'UDI avoir des propos désobligeants, ce qui malheureusement a été le cas au sein de l'UMP. On peut le regretter, je suis le premier à le regretter. Certains membres de l'UMP, vous n'entendrez aucun membre de l'UDI avoir des propos désobligeants ou utiliser des arguments qui iraient à l'encontre de la laïcité. C'est deux éléments essentiels sur lesquels nous sommes au contraire très intransigeants. Nous ne manifestons pas, nous savons le faire peut-être un petit peu plus démocratiquement en ayant des propos plus sages parfois, mais en tout cas nous sommes intransigeants sur ces deux éléments. Thierry Marchalbecq, quand je reviens aux propos de Marine Le Pen, elle dit c'est finalement une diversion politique et c'est une façon pour les socialistes et l'UMP, pour une fois confondus, de ne pas parler justement de la situation sociale, de l'emploi, etc. Est-ce qu'il y avait vraiment une telle demande sociale sur cette affaire de mariage pour tous ? Oui, je peux vous le confirmer. En tout cas, vu le nombre d'invitations que j'ai, que ça soit dans ma famille, qui est plutôt dans les territoires ruraux, en Lorraine, où je vais assister à des mariages de couples homosexuels en 2013 ou 2014, ou dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est ma région d'adoption où j'ai fait mes études, ou à Orléans où j'ai fait mon lycée. Partout en France, il y a quand même plus de 10 millions de Français qui ont soit un frère, soit une sœur, soit un cousin qui est homosexuel et qui peut vouloir se marier. C'est énorme. Quand vous parlez de 10-12 millions de Français qui sont directement concernés par des voies de filiation, cousins, cousines, frères, sœurs, à des personnes homosexuelles et qui se voient aujourd'hui l'impossibilité de pouvoir avoir sa famille reconnue quand elle existe. On sait que c'est le cas, qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans des couples homoparentaux. Oui, c'est un droit. En même temps, vous avez vu le devenir du Pacs. Il a été largement préempté par les hétéros. Eh bien, tant mieux. Et le mariage aussi. Et tant mieux. Et le mariage aussi. Plus longtemps. Vous savez, il y a une seule chose. Je pense que ça doit faire le 2e ou 3e plateau qu'on fait ici où on parle de cela, ce qui montre bien qu'il y a un débat. Ce mois de janvier, il va y avoir un grand débat, il va y avoir une loi à l'Assemblée nationale, donc il va y avoir un débat, ça va passer au Sénat, il va y avoir un débat, il va y avoir des possibilités d'avoir un amendement. Je pense qu'on a tous nos positions, les gens vont pouvoir les manifester. Madame Camille Beudin va manifester ce week-end, moi je vais manifester dans 15 jours en faveur du mariage pour tous, de l'adoption et de la PMA. Mais il y a une chose qu'on peut demander, c'est qu'aujourd'hui, il y a un taux de suicide qui est plus important chez les jeunes adolescents qui ont des questions et des interrogations sur leur identité sexuelle. Et que c'est alimenté, ce mal-être-là, il est alimenté à chaque fois qu'on dit homosexualité égale pédophilie, égale zoophilie, égale polygamie. Et à chaque fois que c'est fait, et à chaque fois
Et à chaque C'est fois vous qui le dites. et à chaque fois qu'on participe à des manifestations où il y a des personnes qui disent cela, à chaque fois qu'on est sur les mêmes plateaux, où on est protégé par le GUD, où on est protégé par Civitas, où on manifeste avec Madame Boutin et tous ces personnes-là, des personnes qui ont pu aussi soutenir Nicolas Sarkozy lors de son élection présidentielle, il faut être rigoureux. Moi, je le dis ça c'est le passé, c'était 2012. Essayons d'avoir, en janvier 2013, le débat sur le mariage pour tous, où on peut parler qu'on a des visions différentes de la famille. Je n'ai pas votre vision de la famille. Je pense que l'État, son rôle, c'est de reconnaître les familles telles qu'elles sont et non pas imposer la forme de famille qu'il souhaite aux familles françaises. Mais s'il vous plaît, n'oublions jamais les enfants, les adolescents qui aujourd'hui se posent des questions, parce qu'en 2012, il y a eu des dérapages dans notre pays. Ensuite, il y a... Des couples mariés qui sont stériles, ils devraient ne pas être mariés. Mais comment ça marche? on est en train de tout mélanger. Sur votre question, Non, mais parce que Michel Fillon, vous avez raison. Le mariage, la question essentielle du mariage, c'est la filiation. Vous avez raison. Donc je dis quand il y a un mariage qui n'aboutit pas à une Vous avez filiation. raison. Le mariage, c'est un homme, une femme, ça organise la filiation parce qu'un homme et une femme peuvent avoir un enfant. Voilà, c'est simple. Et la procréation médicale assistée, la PMA, c'est fait justement quand il y a des raisons médicales pour ne pas avoir, quand vous ne pouvez pas avoir d'enfant, vous pouvez demander pour raison médicale la PMA. Et c'est très bien. Voilà. Là, le débat, c'est de dire... la PMA, finalement, ça va être pour tout le monde, célibataire, couple, homosexuel, hétérosexuel, dans n'importe quelle condition, peu importe. Si vous avez envie d'un enfant, hop, vous pouvez le demander. C'est ça, ce contre quoi nous nous battons. Et qu'est-ce qui viendra après la PMA ? C'est la grossesse pour autrui. Parce que quand vous demandez l'égalité, un couple de femmes avec une femme peut tomber enceinte. Un couple d'hommes, comment ils font pour avoir des enfants? Si vous demandez l'égalité, vous demandez aussi la grossesse pour autrui. Vous demandez à ce qu'une femme tierce puisse vendre son enfant à ce couple d'homosexuels. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et nous nous opposons à ça. Personne ne propose ça. Clarifier les choses. Il n'y a pas un seul amendement qui sera déposé à l'Assemblée nationale sur cette question-là. Vous êtes pour l'égalité pour les femmes, mais pas pour les hommes. Alors, c'est bien ce que je comprends. Votre argument de l'égalité ne tient pas. Excusez-moi d'être très soucieux de cela, je suis contre la marchandisation du corps de la femme. Je suis abolitionniste, je ne supporte pas la prostitution, donc je ne suis pas pour la location du ventre de la femme. Et c'est là où effectivement il y a une chose qui doit être réelle, c'est que la PMA, on l'a toujours dit, c'est pour les couples lesbiens. Parce que là où il y aurait une rupture d'égalité... Donc comment font les hommes? Là où il y a une rupture d'égalité, c'est qu'un couple hétérosexuel peut le faire, un couple lesbien peut le faire. Vous faites quoi? Vous autorisez, vous dites qu'on exclut, vous dites qu'on exclut. Dommage, il y aura l'adoption, pour les couples. Mais sincèrement, s'il n'y a que cela qui vous gêne, votez le mariage, votez l'adoption et ne votez pas la PMA. Ça va vous être permis. Donc s'il vous plaît, votez le mariage et l'adoption si c'est votre seul souci. Mais répondez à la question des droits. Est-ce qu'un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, où les deux ne peuvent pas avoir d'enfant, est-ce qu'on lui refuse le droit de se marier? On y revient après la pause avec la réponse de Camille Bedin et de Daniel Lecam, et tout de suite le rappel des titres. La nouvelle Peugeot 107, c'est une très belle affaire. Et en ce moment, à partir de 6 990 €, c'est une très très belle affaire. Ouvrez, écrivez, partez, écoutez, découvrez, revenez, partagez, repartez. Revenez et repartez. HP Envy X2 Tactile conçu pour Windows 8. Le PC portable qui se transforme en tablette par HP. Parce que chaque morphologie est unique, les matelas Tempur sont étudiés pour s'adapter parfaitement à votre corps. Moelleux et fermes à la fois, les matelas Tempur vous permettent de trouver la position la plus confortable. Vous êtes comme en apesanteur pour un sommeil plus réparateur que jamais. Retrouvez-nous sur tempur.com. Si la Massif est numéro 1 de l'assurance auto, c'est parce qu'elle a toujours innové pour mieux vous protéger. Par exemple, en créant une garantie accident qui protège le conducteur, mais aussi sa famille, même en dehors du véhicule. Massif, numéro 1 de l'assurance auto depuis plus de 20 ans. Massif. La solidarité est une force. Quand une femme aime la mode,
Elle sait où et quand se faire plaisir. Place-des-tendances.com, mon grand magasin de mode. Et si vous demandiez plus de qualité à votre banque? Chez LCL, vous avez plus de 2 fois le délai légal pour changer d'avis si vous demandez un crédit conso. Avec LCL à la carte, vous avez la qualité et vous ne choisissez que les services dont vous avez besoin. Et aussi le tout nouveau service après-vente bancaire LCL. Tout cela est écrit dans notre contrat de reconnaissance. Avec LCL, demandez plus de qualité à votre banque. Youpi! Le 17-20 continue, c'est le rappel des titres, Marianne Cotonoff. Virgin Megastore menacé de dépôt de bilan. Le comité d'entreprise extraordinaire consacré au sort de l'enseigne se poursuivra demain. 1000 emplois sont menacés en France, mais les syndicats se disent déterminés. Ils accusent la société d'investissement Butler, qui détient les magasins, d'être responsable de la situation. Virgin est en cessation de paiement. Les syndicats rencontrent actuellement la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. La vieille dame de 94 ans, congédiée de sa maison de retraite, est en route pour un hôpital d'Antony dans les Hauts-de-Seine où son fils est médecin. La nanogénaire avait été congédiée de l'établissement et conduite aux urgences de l'hôpital de Châteaudun. La raison invoquée, les membres de sa famille avaient accumulé 2 ans d'impayés. La direction de la maison de retraite parle de maladresse. Le parquet d'Ignette à la demande de renvoi de Gérard Depardieu, l'acteur désormais doté d'un passeport russe flambant neuf, est convoqué demain devant le tribunal de Paris. Actuellement en Suisse pour assister à la remise du Ballon d'Or, il avait demandé le report de l'audience. Il doit comparaître pour conduite en état d'ivresse en novembre dernier. Un immeuble désaffecté dans le 10e arrondissement de Paris a été réquisitionné par Droit au logement et Jeudi Noir. Une soixantaine de militants et de familles sans logement occupent depuis le 29 décembre les 2000 mètres carrés de ce bâtiment ancien de 3 étages, situé entre la gare du Nord et la gare de l'Est et vide depuis 2 ans. Des vols à 49 €, c'est ce que lance Air France dès le 6 février, et ce sur 58 vols courts et moyens courriers. Mais pour accéder à cette formule low cost, le passager devra faire quelques concessions. Il ne pourra embarquer qu'un bagage à main, le billet ne sera ni modifiable ni remboursable et il ne sera pas possible, Michel, de cumuler des miles. Merci beaucoup Marianne, on revient au débat des jeunes politiques tout de suite. Nous en étions avec le débat phare de la semaine cette semaine qui se clôturera par la grande manifestation des opposants au mariage pour tous prévue dimanche. Et Daniel Leca et Camille Bedin voulaient répondre aux jeunes socialistes qui intervenaient. Daniel. Je constate une chose, c'est qu'on mélange un petit peu tout. Effectivement, il y a le mariage d'une part, qui est la reconnaissance d'une chose qui est réelle dans la société française, qui est celle de l'homosexualité, et qu'il faut aujourd'hui trouver les moyens nécessaires pour éviter que les homosexuels se sentent aujourd'hui dans une situation de discrimination réelle. Et sans garantie de droit. Sans garantie de droit, à l'égard de la filiation, à l'égard également de la retraite, de plein de choses, de droits. Et il faut rétablir l'égalité des droits. Et sur ce sujet-là, nous sommes tous d'accord. Ensuite, il y a un aspect qui est beaucoup plus sensible, qui est une question d'éthique, qui est la question de la PMA et de la GPA. Et sur ces 2 sujets-là, je crois qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Et malheureusement, on a eu pendant un moment un débat qui a semblé très flou, alimenté par certains parlementaires d'ailleurs, qui proposaient de déposer des amendements qui étaient tout à fait contre l'intérêt de ce texte. Donc du coup, aujourd'hui, il est de la responsabilité du gouvernement et du Parti socialiste d'être très clair. Faites la différence entre les deux et ayez un vrai débat de bioéthique, parce qu'aujourd'hui, il faut effectivement avoir un débat de bioéthique dans ce pays, où un certain nombre de lois, dont Jean Leonetti notamment était à l'origine, qu'il faut peut-être revoir, et lui-même Est-ce que ça veut dire politiquement que si il y a un projet de loi sur strictement le mariage, l'UDI le vote, si dans ce projet de loi du mariage, il y a, sont introduites, comme beaucoup de parlementaires socialistes s'apprêtent à le faire, des clauses sur la procréation médicalement assistée, vous n'iriez pas jusqu'à le voter ? Il y a un certain nombre de parlementaires qui votera le texte. Ils voteront ce texte à condition effectivement qu'il y ait la question du mariage clairement posée. Pas tous. Et là encore une fois, il y a une liberté de vote. En revanche, si la question de la PMA ou de la GPA sont posées, là naturellement il ne pourra pas y avoir de vote. Je pense que c'est très clair. Camille Bedin. Je crois juste qu'il ne faut pas être naïf. Je suis complètement d'accord avec Daniel sur le fait qu'il y a 2 sujets. Sur la question du mariage, moi je suis en faveur, et on est très largement majoritaire à l'UMP, en faveur d'une union civile. Il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est-à-dire qu'on accroît les droits aujourd'hui des couples homosexuels, notamment pour la succession, les enfants qui existent déjà pour régler leur situation, etc. Ça, c'est une chose. Si on parle de mariage, on arrive forcément
au deuxième sujet, qui est la filiation, l'adoption, la PMA, la GPA, c'est-à-dire la question des enfants. Et là-dessus, dire mariage homosexuel, voter une loi mariage homosexuel, c'est forcément parler du deuxième sujet et engager toutes ces questions d'éthique majeure, la place de l'enfant, le droit à l'enfant. Et là, nous pensons qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, parce qu'à partir du moment où on fait l'adoption, on fait la PMA et forcément on fait la GPA parce que toutes ces questions sont liées. Il y a pas de et puis si on autorise un couple de femmes à avoir un enfant, pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas un couple d'hommes à avoir un enfant? Et donc on arrive à la commercialisation du corps des femmes et l'utérus devient un four à pain. Parlons de parler comme ça, mais c'est ce qui va se passer et on se bat contre ça. Loïc de Fabritius. Écoutez, le débat qui est demandé par la droite et l'extrême droite, il a lieu. Il a lieu depuis des mois, il a lieu dans les médias, il a eu lieu à la commission des lois de l'Assemblée nationale où la droite n'était pas là et n'est pas venue assister aux auditions, alors que pourtant toutes les parties ont été auditionnées. Et donc je pense que toutes ces questions doivent être mises dans le débat et doivent être discutées dans cette loi. On n'a pas besoin d'attendre encore 3 mois ou 6 mois ou 1 an pour avoir une nouvelle loi de bioéthique, une loi sur la famille. Cette loi, c'est une loi sur la famille. C'est une loi sur le mariage, c'est une loi sur la parentalité. Et toutes les questions doivent se poser. Après, sur la parentalité, il y a la question de l'adoption. Pour moi, elle est indissociable du mariage, c'est clair, c'est un droit fondamental, ça doit s'appliquer tout de suite. Sur ce qui est de la question de la procréation médicalement assistée pour les lesbiennes. Et on ne parle bien que des lesbiennes, on ne parle pas des couples de gays. Là, il y a vraiment une distinction à faire entre ce qu'on appelle un argument médical qui serait de soigner l'infertilité des couples hétérosexuels. Ça, c'est une sorte d'hypocrisie qui existe dans la société depuis le 19e siècle, où avant, on inséminait des femmes avec le sperme d'un autre homme, de l'amant, de n'importe quel homme, quand le mari est infertile, pour masquer l'infertilité qui était socialement dévalorisée. Aujourd'hui, je pense qu'on a passé cette hypocrisie-là et on doit aller de l'avant et considérer que la progression médicalement assistée, ça n'est pas une honte, ça n'est pas quelque chose qu'on fait pour soigner une maladie, mais c'est une façon comme une autre de faire des enfants. Et je vois pas le problème aujourd'hui à faire des enfants par la voie de la PMA pour les couples de lesbiennes. Pour ce qui est des couples de gays, et là je réponds à ta critique, effectivement, ils ne peuvent pas avoir accès à la PMA, ça c'est clair. Par contre, il y a d'autres possibilités. Par exemple, il y a des projets de coparentalité qui existent, qui se font aujourd'hui dans la société, et il faut reconnaître ces projets-là, il faut reconnaître la coparentalité, il faut reconnaître un statut de parent social pour les autres parents qui ne sont pas les parents qui ont participé à la procréation, et je pense qu'on peut aussi avancer sur ces questions-là sans toucher aux questions de bioéthique. Donc on va arriver avec des unions à 3 finalement, ou 4. C'est pas des unions à 3, c'est des familles où les enfants, ils ont 2 parents biologiques, mais ils ont aussi des parents sociaux, ça s'appelle des familles recomposées, ça s'appelle... Et on met quoi dans le livret de famille alors concrètement? C'est une vraie question. Je m'interroge, qu'est-ce qu'on met pour un enfant qui naît comme ça? Qu'est-ce qu'on met dans le livret de famille? On évolue. On peut avoir le père et la mère biologiques, ceux qui ont donné la vie à l'enfant, mais on peut aussi avoir des parents qui sont des parents sociaux, des parents qui sont des parents adoptifs, des parents qui ont élevé l'enfant, qui n'auront pas forcément exactement les mêmes droits que le parent biologique, mais qui pourront aussi avoir une responsabilité parentale sur l'enfant. Vous venez de donner... Camille Bedin, la Belgique le fait depuis très longtemps, la Hollande, l'Espagne l'a fait. Est-ce que pour une fois, vous ne vous dites pas, on va à nouveau rater le coche comme on l'a raté? Parce qu'il a fallu attendre quelques années pour qu'à l'UMP on dise on a raté le coche du Pacs, on n'aurait pas dû avoir cette attitude-là. Ce que vous sous-entendez, et c'est une vraie question, c'est qu'il y aurait une sorte de sens de l'histoire et qu'on devrait tous y aller, parce que finalement c'est comme ça. Non, mais c'est une question que je me pose en toute honnêteté. Le fond de ma pensée, c'est que cette loi, malheureusement, elle risque de passer, et que dans quelques années, malheureusement, ce sera peut-être un fait de société. Qu'est-ce que je me dirais à ce moment-là? Ce que je pense réellement, c'est j'ai défendu mes convictions, j'ai défendu mes valeurs. Voilà, et je souhaite les défendre jusqu'au bout. Et j'espère, en conséquence, que cette loi ne passera pas. Après, pour justement différencier ce qu'est le droit à l'enfant et le droit de l'enfant, c'est un distinguo qui n'est pas seulement sémantique. Il faut penser quand même au droit du beau-parent. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Malheureusement, en cas de décès, effectivement, il faut trouver des solutions. D'ailleurs, le groupe UDI va faire des propositions sur ce débat-là, qui est essentiel, parce qu'il faut penser effectivement à la santé, à tout point de vue, de l'enfant, à ses droits et à son évolution personnelle. Au fond, ce qu'on doit trouver dans cette équipe, dans ce débat, qui doit être évidemment le plus ouvert possible, évidemment passionné, parce que c'est un sujet qui concerne le fondement de notre société, et ça, il ne faut pas le contredire. En revanche, il faut trouver les termes d'un débat
apaisé, parce qu'encore une fois, ceux qui souffrent, ce sont ceux qui vivent ces situations-là, ce sont ces enfants qui ont des parents homosexuels qui ne sont pas reconnus et qui, en cas de décès de l'un d'eux, eh bien, n'ont aucun droit et se retrouvent orphelins. Donc c'est véritablement important. Il faut avoir un débat apaisé et je crois que l'UMP est capable de le faire. Thierry Marchalbeck, du côté des jeunes socialistes, est-ce qu'on préfère, j'allais dire, une position assez radicale et pousser le texte le plus loin possible, que, comme le dit l'association des parents gays et lesbiens, il n'y aura pas une deuxième fenêtre de tir sur l'adoption, c'est maintenant ou jamais, ou est-ce qu'il faut mieux un texte peut-être moins ambitieux à vos propres yeux, mais qui puisse avoir un consensus politique plus large? Vous savez, moi je suis toujours inquiet de l'inflation législative. Donc on a un débat sur les